Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Créneau idéal. Les vacances scolaires sont synonymes de détente et de liberté pour les élèves, mais elles soulèvent aussi une question cruciale. Comment nos jeunes occupent-ils ce temps libre entre le repos bien mérité, la découverte de nouvelles activités et parfois l'ennui? Les vacances représentent donc une période de repos. Nous allons donc échanger avec notre invité d'aujourd'hui sur comment l'on pourrait donc canaliser les ardeurs des apprenants pendant ces périodes de grandes vacances. Il a nom Fulgence Arwangonou, il est coach scolaire. Fulgence Arwangonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. Voilà. Déjà, si on doit clarifier quelques concepts, qu'entend-on par vacances scolaires? Merci à vous. Les vacances scolaires sont les périodes qu'il y a après l'année scolaire, c'est-à-dire quand on fait à peu près 9 mois, oui. Il est demandé aux enfants d'aller se reposer et de revenir. Donc, c'est des périodes qui viennent finir, je vais dire l'année scolaire, on finit l'année scolaire, mais on va se reposer. Parce qu'on estime que les enfants ne peuvent pas travailler tout le temps. Lorsqu'ils travaillent, ils ont déjà des congés. Mais à la fin, lorsqu'on finit l'année scolaire, il y a un temps, ils vont faire autre chose et aussi ne pas mettre leur cerveau au repos. Et c'est cette période-là, de 2 mois et demi, qu'on appelle quand même vacances. On parle de grandes vacances parfois parce qu'il y en a qui ont des congés qu'on considère comme si des moments de repos. On parle de grandes vacances. Et c'est dans ces moments-là où nos enfants vont faire autre chose que étudier en permanence. Très bien. Avant de parler de comment donc occuper les jeunes, les apprenants pendant ces périodes-là, on va pouvoir quand même recueillir votre avis sur déjà les résultats de fin d'année. Nous avons eu donc le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Le baccalauréat qui a quand même donné un verdict inédit, 73,02%. Déjà de façon globale, quand vous voyez les différents examens, puisque vous êtes coach scolaire, vous coachez également les apprenants donc à domicile pour qu'ils aient de bonnes notes, de bonnes performances. Quel regard portez-vous sur ces résultats de fin d'année? Merci à vous, monsieur le journaliste. D'abord, il faut commencer par dire que les résultats que nous avons, c'est une conséquence. Une conséquence des actions conjuguées de plusieurs acteurs. Et quand nous parlons de conséquences, cette conséquence a suit quand même un certain nombre de principes. Il faut la décision. La décision implique le sens de l'effort. Le sens de l'effort nous invite à être disciplinés. Oui. Et la discipline nous invite quand même au sens de sacrifice. Parce que lorsqu'on prend une décision, ce n'est pas toujours facile aux uns aux autres de s'approprier. Il faut le sens de sacrifice. Mais autrement dit, dans la décision, il y a quand même les décisions de nos dirigeants, de nos gouvernants. Et il faut comprendre que depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises en faveur de la qualité de l'éducation. Il faut le dire. Et ce sont ces décisions qui ont ces conséquences que nous avons aujourd'hui. Et la toute première décision, c'est quand même les droits de grève, c'est-à-dire supprimer ça dans un certain nombre de secteurs clés, indispensables au développement. On a constaté que les périodes de grève ne favorisent pas d'abord la fin du programme en cours. Donc nos enfants passent de classe en classe, ça finit un programme. Donc ils ont naturellement des lacunes parce qu'ils ne connaissent pas l'essentiel avant d'aller dans les classes supérieures, faute de grève. Et lorsqu'il y a un peu de grève dans l'enseignement, ça fait que nos enfants finissent l'année scolaire, finissent le programme. Oui. Donc, ils ne passent pas avec des lacunes de base, mais ils passent avec des lacunes d'appropriation du savoir. Oui. Ça peut passer, ils n'ont pas compris, mais ils ont l'information. Cette décision est salutaire parce que ça permet à nos enfants, à nos apprenants, contrairement à nous, à finir l'année et avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Oui. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises en facteur quand même de l'éducation, beaucoup plus au niveau du public, c'est vrai, c'est du privé et du public, mais ça a favorisé le public. Vous savez que souvent, les résultats que nous avions, ce sont les privés qui traînaient ça vers le haut. Et les privés, avec les grévistes qu'on sort, les publics, excusez-moi, n'ont pas toujours de meilleures performances. Mais vous savez que maintenant, lorsqu'on est directeur d'école, il y a un certain nombre de taux de réussite qu'il faut avoir. Lorsque vous ne l'avez pas, vous êtes injectable. Donc, il y a une compétition aussi dans le public qui fait... Il y a un cahier de charge que vous respectez. C'est exact, il y a un cahier de charge qui indique vos performances. Et on veut travailler pour... Et il y a le corps de contrôle aujourd'hui qui est vraiment dans les classes, il y a les CP, il y a les inspecteurs qui passent. Vous avez même un certain nombre de performances en termes de programme. En plus de cela, il y a beaucoup plus d'accompagnement aujourd'hui. Vous allez voir, lorsque les examens s'approchent, il y a des TD. On a organisé des TD, même dans le public.
Il y a des acteurs aussi politiques qui l'ont organisé. Il faut leur dire merci. Exactement. Et il y a aussi le coaching qui vient accompagner. Il y a plusieurs établissements aujourd'hui, même dans le public, qui font du coaching. Donc il y a toutes ces mesures en faveur de l'éducation qui fait que nos enfants ont tout ce qu'il faut pour réussir. Et vous imaginez, nos enfants qui ont eu le bac cette année, ils n'ont presque pas connu la grève dans le secondaire. Depuis la 6e, ils sont venus dans un monde où on ne fait pas la grève. Ça a favorisé. Donc cette décision du gouvernement de suspendre les grèves, de créer vraiment la qualité au niveau de l'offre éducationnelle, ça n'a fait qu'améliorer les performances de nos enfants. Il y a certainement également la responsabilité des parents, donc l'action conjuguée également des parents, même si depuis, en fait, parfois on dit que les parents ne sont pas toujours là pour les enfants, pour les apprenants et tout cela. Oui, c'est vrai que les parents ne sont pas toujours disponibles, ils sont parfois présents, ils ne sont pas disponibles, mais ils font l'effort. Et quand je dis qu'il faut remercier le gouvernement, le chef de l'État, il faut aussi remercier les enseignants qui ont travaillé, qui ont mouillé le maillot. Quand je dis les enseignants, il faut comprendre l'inspecteur, tout ce monde-là. Exactement. Il faut aussi remercier quand même les parents qui ont mouillé le maillot. Mais il n'y a pas que, il y a des acteurs qu'on oublie souvent. Quand on parle de l'école, la vendeuse, ça n'allait de rien, mais... Des cantines. Des cantines aujourd'hui, il y a la police sanitaire qui passe. On ne peut pas plus n'importe quoi dans nos écoles. Parce que lorsque les apprenants ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas assimiler les cours et ils ne peuvent pas restituer. Donc il y a par exemple nos vendeuses, il y a les gardiens des écoles, il y a même nos étudiants qu'on doit remercier dans ces résultats parce que parfois c'est eux qui amènent nos enfants à l'école. On oublie aussi que ce sont des acteurs du système éducatif, nos étudiants, nos conducteurs, les gardiens d'école, parce que parfois c'est le gardien qui dit tu es en retard, tu ne rentreras pas. Et il est ferme, ça n'allait de rien, mais ça va amener l'enfant à être à l'heure. Donc tout ce système a créé une condition favorable qui prédispose au succès. Et ça part d'abord du chef du gouvernement, du président Talon, et tous ceux qui se sont mobilisés quand même pour que nos enfants réussissent. Moi, je leur dis aujourd'hui, merci. Merci à tous, merci à chacun et à tous. Et je pense que nous avons intérêt dans le système éducatif à ce que ces réformes perdurent dans le temps et que cela soit encore amélioré. Donc on a intérêt que tout ça reste, que le corps du contrôle soit là et que surtout les directeurs d'école, les censeurs aussi, aient le cahier de charge et qu'on respecte cela. Ça va créer une compétition. Et dans les privés, vous convenez, eux, ils ne s'amusent pas parce que si vous ne donnez pas de meilleurs résultats, on ne va pas inscrire nos enfants chez vous. Et quand vous voyez les résultats aujourd'hui, de bac par exemple, vous allez voir que le public et le privé sont presque les mêmes taux. Vous voyez, ce n'est pas qu'avant que les privés sont très loin, les privés, excusez-moi, les privés sont, ils ont de meilleures performances et que les publics sont en bas. Non, c'est presque dans le schéma national. Et je dis merci à tous les acteurs. Très bien. Voilà. Parlons maintenant des vacances. C'est ce qui intéresse maintenant les apprenants. Parce que, mais comment les apprenants perçoivent-ils les vacances scolaires? Oui, pour les apprenants, vous savez, leur projet de société, c'est l'amusement. Hein. Je l'ai encore dit quelque part ce matin. J'ai dit non, le projet de société des enfants, c'est s'amuser. Il ne faut pas ignorer ça. C'est à nous, les parents, de leur trouver des outils, des mécanismes, des activités pour leur montrer qu'il n'y a pas que s'amuser, mais on peut aussi faire d'autres choses. Et en le faisant, on s'amuse, mais on est parfois noté ou bien on doit s'approprier ses valeurs. Donc pour les apprenants, aller en vacances, c'est aller s'amuser, c'est aller peut-être beaucoup dormir comme s'ils ne dormaient pas, c'est aller, mais c'est se reposer, c'est le mot qu'ils utilisent. Ce n'est pas mauvais, mais il n'y aura pas que du repos, il n'y aura pas que de l'amusement. On va meubler chaque journée d'un certain nombre d'activités en fonction de ce qui leur manque. Il faut que l'école apporte besoin d'instruction. Mais les vacances, ils doivent apporter des besoins et d'instruction, mais beaucoup plus pratiques dans ce qui leur manque. Être demain des leaders, être des gens qui pourront impacter leur communauté. Très bien. Voilà, donc c'est la perception déjà des apprenants. Mais vous, en tant que coach scolaire, en tant que l'un des acteurs également du système éducatif, parce que vous l'avez rappelé, il y a quand même les établissements scolaires qui font confiance à des coachs maintenant pour pouvoir accompagner les apprenants. Comment vous percevez les vacances scolaires? Alors, vous savez, nous disons que la réussite, c'est une question de méthode et d'organisation. Donc, les vacances aussi s'inscrivent dans une sorte de méthode et d'organisation. Lorsqu'on rentre en période de vacances, on a fini l'année scolaire, on doit savoir quel est le message que nous avons de l'année scolaire. Il faut faire un bilan. Et c'est lorsqu'on fait un bilan de l'année scolaire qu'on fixe maintenant les objectifs des vacances en fonction de ce que nous pensons être manque ou en fonction de ce que nos enfants aiment faire. Il faut les améliorer dedans. Et ce qui leur manque aussi, il faut qu'ils s'approprient ces valeurs indispensables au bien-être, à l'équilibre de l'individu. Donc nous percevons les vacances comme des moments où ils vont à la rencontre de ce qui leur manque.
tout en ayant à cœur qu'il est indispensable, primordial, de faire un bilan de l'année scolaire. Parce que c'est ce bilan qui va leur permettre de savoir ce qu'ils vont faire de façon académique dans les vacances et ce qu'ils vont pouvoir faire en termes d'activité. Et aussi, n'oubliez pas, quand on finit les vacances, on fait aussi un bilan pour fixer les objectifs de l'année scolaire. En fait, c'est une chaîne. Très bien. Mais en termes de bilan déjà de l'année qui est finie, qui prend l'initiative? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que ce sont les apprenants? Comment ça se fait? Je dis toujours que les parents ont un rôle de leadership à donner à leurs enfants. Donc les grandes initiatives, ce sont les parents. C'est comme politique générale de la famille. Il faut que nous parlons d'ailleurs de programme d'action familiale. Chaque famille a son programme d'action et on sait que lorsqu'on finit l'année scolaire, il faut que papa, enfant et maman s'asseyent pour discuter de ce qu'a été l'année scolaire. C'est extrêmement important pour nous. On le dit depuis des années, on ne peut pas finir l'année scolaire sans faire un bilan. Et c'est après le bilan qu'on dit, ok, on a commencé les vacances, qu'est-ce que nous allons faire? Ce bilan n'est pas négociable. Parce que nous devons apprendre à nos enfants à installer chez eux, à s'approprier ce que nous appelons la trilogie du succès. C'est quoi? C'est objectif. Quand on veut faire quelque chose, il faut avoir un objectif. La programmation de l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire chaque jour pour atteindre l'objectif. Et quand on finit, on fait un bilan. On fait l'évaluation. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc nous parlons de trilogie du succès. Et dans tout ce que nous faisons, il y a toute cette trilogie qui vient, qui n'est qu'une résultante de l'approche par capacité. Parce que nous ne faisons pas notre coaching et on vient, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Non, moi, quand je viens faire un coaching quelque part, j'ai mon programme. Il y a un programme, l'enfant, les parents savent ce que l'enfant doit s'approprier. À la fin, on va aussi faire un bilan avec le coach. Oui. Donc nous sommes dans l'approche par capacité qui dit que le succès est dans l'action. Et ce succès qui est dans l'action se décline dans 3 choses. Objectif, la décision, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je programme faire chaque jour, chaque semaine, pour atteindre ce que je veux faire. Et enfin, je m'évalue. On parle même parfois de bilan à mi-parcours quand on est dans l'année scolaire parce qu'on se dit on ne va pas atteindre la fin pour faire un bilan. Le bilan est nécessaire. Apprendre à regarder dans le rétroviseur nous permet de mieux avancer et de rouler en toute sérénité. Et comme un enfant a eu peut-être son CP ou son BPC ou son bac, est-ce que le bilan ne se fait pas de lui-même? Il a réussi tout de même, c'est fini? Que l'enfant réussisse ou pas, ou bien qu'il passe en année de classe en classe ou pas, oui. Le bilan se repose sur 3 choses. Oui. D'abord, nous parlons du bilan des notes, le bilan des attitudes et le bilan des connaissances. Alors, le bilan des notes, c'est quoi? Mon enfant, les enfants qui passeront bientôt leur relevé de notes, et le relevé ou les autres qui passent en classe supérieure ont leur bulletin de notes, oui. Il faut checker le bulletin ou le relevé de notes pour voir partout l'enfant a atteint son objectif ou partout il n'a pas atteint son objectif. Atteindre l'objectif encore chez nous pour l'instant, c'est avoir 10 de moyenne quand on est au secondaire. Alors toutes les fois où l'enfant a 10 de moyenne dans une matière, c'est ok. Cela démontre dans une certaine mesure qu'il a validé cette matière, qu'il connaît à peu près, je dis à peu près tout ce qui a été enseigné. Mais quand l'enfant n'a pas la moyenne, ça nous interpelle, ça veut dire quoi? L'enfant a eu son BPC, il a eu son bac, ou il a eu son CEP. Bon, le CEP, c'est un peu différent parce qu'ils ont des matières, CST, des trucs comme ça, ils n'ont plus ça au secondaire, mais ils ont les mathématiques et français. Mais ça veut dire que l'enfant passe, mais il redouble dans cette matière. Nous avons plusieurs de nos apprenants qui passent en classe supérieure, mais qui sont des redoublants des matières. Ah oui, parfois ils redoublent dans plusieurs matières, on voit que parfois c'est conduite et certaines activités qui font qu'ils passent. Parce que quand l'enfant passe avec 10, 12 de moyenne, tout ce que vous voulez, et qu'il a 8 dans une matière, souffrez que je vous dise que c'est un redoublant dans cette matière-là. Il a 12 de moyenne, mais il a 8 en français. Il a redoublé en français. Il a 12 de moyenne, mais il n'a pas eu la moyenne en mathématiques. C'est un redoublant de mathématiques. Ou bien il n'a pas eu la moyenne en SVT, c'est un redoublant de SVT. L'information pour moi, c'est qu'il redouble la classe dans cette matière. Et la deuxième information, c'est qu'il nous faut des cours de soutien afin d'être au pas pour l'année prochaine. Parce que parfois, il y a des matières qui s'enchaînent parfois en mathématiques. Quand vous ne comprenez pas des notions et que vous passez en classe supérieure, ces notions restent. Et ces notions inhibent parfois l'action que vous aurez dans la classe où vous passez. Vous comprenez, vous êtes en D, vous êtes en seconde, vous avez oublié, vous n'avez pas tout maîtrisé, vous ne connaissez pas les fonctions. Le domaine de définition va vous jouer des trucs pas possibles en première. Donc, alors que si on prenait les vacances pour lui apprendre, parce qu'il y a encore le bilan des connaissances qui vient définir exactement ce que l'enfant n'a pas compris. Mais la toute première des choses, c'est d'abord le bilan des notes. J'invite tous les parents, s'ils ont 3 enfants, à faire pour chaque enfant, en prenant son relevé de notes ou son bulletin,
de faire ce bilan d'abord des notes pour voir qu'est-ce que mon enfant, il passe dans quelle matière, il ne passe pas dans quelle matière. Toutes les fois où il passe, c'est bon. Il pourra peut-être sur des cours d'adaptation, ça c'est cours de vacances, c'est autre chose, c'est facultatif. Mais toutes les fois où l'enfant ne passe pas dans une matière, il lui faut obligatoirement et nécessairement un cours de soutien afin qu'il soit en phase avec les autres qui vont passer. C'est la première des choses, c'est le bilan des notes. Le bilan des attitudes. Vous savez, moi je dis, c'est quelqu'un qui l'a dit, que ce sont nos attitudes qui nous permettent d'aller en altitude. Oui. Le comportement est indispensable au succès. Le comportement permet à l'action de prospérer et d'avoir de meilleures notes. Alors nos enfants, et là il faut un parent qui observe. Maintenez-vous tranquille. Parce que si vous n'observez pas, vous ne pouvez pas voir les aptitudes. Non, vous ne pouvez pas voir les aptitudes de vos enfants. Mais sauf que vous dites que quand vous avez nos cahiers des objectifs, on va en parler un jour, j'espère, chez vous. Tout à fait. Tout ce que je dis est dedans. Les enfants, les objectifs sont dedans. L'emploi du temps, le travail personnel de l'enfant est dedans. Et ce bilan est déjà dedans. Même ce bilan dont je parle ici, de fin d'année est dedans. Ou le bilan des attitudes, c'est-à-dire les enfants fixent déjà les objectifs des attitudes dès le début de la rentrée. Et à la fin du premier trimestre, ils renouvellent. Donc, quand on a déjà vu les objectifs des attitudes des enfants, je vais toujours faire mes exercices, je vais être à l'heure à l'école, je vais. À la fin, on va voir ce qu'il a l'habitude de faire. Tu ne fais souvent pas d'exercice. On te blâme, on montre ça dans ton cahier. Donc, l'enfant là comprendra que il doit s'améliorer pour toujours faire ses exercices. Parce que faire ces exercices l'année prochaine doit être un étude des attitudes. Donc, l'étude des attitudes, c'est quoi? C'est ce que l'enfant doit cesser de faire, c'est-à-dire il ne fait pas d'exercice, maintenant il va le faire avant de réussir. Et c'est important de faire état de ça. Vous savez, parfois, quand je vais faire l'étude des attitudes avec les enfants en coaching, parce qu'on fait un bilan, il y a des parents qui m'invitent. Je demande parfois aux frères, aux grands frères, même au petit frère de dire, en termes d'attitude, ce que le frère là doit commencer par faire. Parce que les enfants s'observent. Oui, exactement. Attendez-vous tranquille, le grand frère va dire non, il ne fait jamais cet exercice. Même le petit frère dit parfois, le grand frère n'apprend pas souvent sa leçon. Parce que quand avec eux, ils s'observent, les parents sont peut-être au boulot, mais les frères et soeurs s'observent et c'est ce que tel fait et ce qu'il ne fait pas. Donc parfois, quand je vais dans des familles, je dis, attention, le bilan des attitudes, ce n'est pas les parents seuls. Il faut que tous les enfants parlent. Il faut que l'entourage également parle. Même si c'est le grand frère qui a eu le but aussi, il faut lui parler. Et tout le monde, à la langue télé, dit, c'est un souhait des frères pour l'autre, afin qu'il réussisse. On a dit pour toi, toi aussi tu vas dire pour l'autre. Donc le bilan des attitudes, c'est très important. Très bien. C'est la soumission aux normes qui permet à tout individu de réussir. Et cette soumission aux normes, ce sont nos attitudes de tous les jours. Et nous ne devons pas oublier que ce sont nos attitudes qui nous permettent d'aller en altitude. Voilà. Et le troisième bilan, c'est le bilan des connaissances. On a dit que nos enfants n'ont pas atteint leurs objectifs dans certaines matières, ils n'ont pas eu 10. Tout le monde peut le dire. Mais demander à l'enfant d'aller au niveau des situations d'apprentissage et parfois au niveau des séquences. Et ce bilan des attitudes aussi dans le cahier des objectifs, nous, ce que nous disons, c'est dans nos outils. On ne veut pas du coaching, une vue d'esprit. Je dis avec les enfants, le coaching se fait de façon pratique. Lorsque vous dites à l'enfant comment gérer le temps, il faut lui donner un outil pour bien gérer le temps. Et c'est ce que nos cahiers des objectifs comportent. Donc le bilan des attitudes, c'est que des connaissances, l'enfant va au niveau de la matière, il n'a pas eu la moyenne. Il va au niveau des situations d'apprentissage, parfois des séquences, pour dire ce qu'il n'a pas compris. Souvent on coach, on va coacher dans l'article. Et quand on identifie ce qu'il n'a pas connu, il ne comprend pas de façon réelle. C'est sur ça qu'on va maintenant travailler en termes de cours de soutien. On peut prendre une matière peut-être qu'il maîtrise des situations d'apprentissage. On ne va pas encore reprendre. On peut reprendre parce qu'on a fini. La répétition est pédagogique. Exactement. Mais on sait exactement là où ça ne va pas. Et on sait par où aller. Donc, le bilan des connaissances nous permet d'aller, excusez-moi l'expression, en profondeur pour savoir exactement ce que l'enfant n'a pas maîtrisé et lui apporter des touches afin qu'il maîtrise et aller en classe supérieure avec sérénité. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez donc des éclairages par rapport au bilan à faire. 3 niveaux, le bilan des notes, le bilan donc des aptitudes et le bilan des connaissances. Ne négligez pas cela parce que cela y va bien évidemment du bien-être éducatif de votre enfant. Et c'est vraiment important que votre enfant ait échoué ou qu'il ait réussi. Il faut qu'il y ait tout de même un bilan. Et maintenant,
Quelles sont les activités auxquelles les enfants ou les apprenants sont appelés? Quelles sont les activités les plus populaires auxquelles les enfants sont appelés pendant les périodes de vacances? Attention, vous êtes avec le coach, il n'y a pas d'activité populaire chez nous. Il n'y a que des besoins chez nous. C'est vrai que je peux répondre, il y a des activités populaires que tout le monde fait. Oui, oui. Mais ce n'est pas ce qui est populaire qui est indispensable à moi, mon enfant. Attention, c'est au cas par cas. Chaque enfant est unique et on doit le prendre dans ce fait-là qu'il est unique et dans ses besoins. C'est vrai, nous, parents, on peut dire, voilà tes besoins, mais on va ajouter telle chose comme bonus parce que j'imagine, je me dis, dans l'avenir, ce sera bon pour toi. Je suis d'accord. Mais on ne va pas inscrire les enfants parce qu'on fait activité de tel ici, de Y là-bas, de mes frères, les enfants de mes frères. Pardon. Nous, on est dans le coaching. Oui. C'est quand même ponctué. On doit savoir identifier le besoin et trouver une solution. Donc, je ne dirais pas que nous allons parler des activités populaires, mais nous allons dire ce qui est indispensable. Oui. On pose quand même les principes. Vous savez, les vacances permettent à nos enfants d'aller à la rencontre de leurs besoins ou de ce qui est inné en eux. Les besoins, on sait, nos enfants, vous savez, il y a parfois des filles qui ne savent pas préparer. Souvent, les parents ne sont pas là, mais ils vont d'abord des activités culinaires. Et après, on fait la pratique à la maison le week-end, c'est elle qui va préparer. Si vous avez une fille, vous savez qu'elle ne sait pas préparer, et que vous n'avez pas la disponibilité pour lui apprendre, elle peut aller apprendre et venir faire la pratique. Pour moi, ça peut être une activité, c'est un besoin. Oui. Mais il y a aussi des activités qui viennent édifier, qui viennent quand même renforcer ce qui est inné chez nos enfants. Vous savez qu'il y a des enfants naturellement avec les bébés qui font des tresses. Il y a des enfants, quand vous apportez des appareils ici, ils peuvent décoder, ils peuvent rentrer dans paramétrer, alors qu'ils n'ont jamais vu. Oui. Ils ont naturellement ce don technique. C'est une prédisposition chez eux. Moi, j'ai cet enfant, activité de vacances qu'il aura, c'est d'approfondir ce talent inné en lui. Donc, on doit connaître les talents de nos enfants, ce qu'ils savent faire, et renforcer ça. Mon enfant... Et donc, un parent ne doit pas être ignorant du talent que l'enfant a. Connaître le talent de son enfant, c'est depuis bas âge. Quand vous observez l'enfant, vous savez. Maintenant, si on ne sait pas, ça pose un problème. Si on est parent ou on ne l'est pas, on doit être parent parce qu'on connaît ses enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître à 100% son enfant. Même le coach, je ne peux pas dire que je connais mon enfant à 100%, parce que ce sont les stimulants qui créent les réponses. Mais on doit avoir une idée de qui notre enfant est, en termes de besoins. J'ai mon enfant qui aime théâtrer, j'ai mon enfant qui aime faire ceci, faire cela. Ok, c'est bon. Moi, je connais des gens qui ont de meilleurs boulots, mais qui ont tout laissé pour faire la couture, la coiffure, ou qui sont en décoration aujourd'hui, parce que quand ils le font, ils peuvent passer toute la journée à décorer. Pour eux, ça ne les gêne pas. Exactement. C'est un Ils n'éprouvent pas de difficultés. Non, pas du tout. C'est ça qu'on doit connaître chez nos enfants. Qu'est-ce que l'enfant ne fait pas avec contrainte, il aime le faire et il a ce talent en lui. Les vacances doivent nous permettre d'amener nos enfants à aller à la rencontre de toutes ces activités. Parce que après, c'est quoi? Ces activités que nos enfants font, ça répond aussi à notre besoin. Les résultats du bac sont connus, on va tout finir bientôt avec les euros et tout ça. Et je parle de monnaie professionnelle. Dans la monnaie professionnelle, il y a l'intellectuelle et il y a la pratique. C'est-à-dire, je sais que mon enfant aime faire la couture. Vous imaginez si en 6e, il fait un mois de couture, il fait ça sur toute cette période jusqu'en terminale, peut-être que quand il aura le bac, il peut avoir son diplôme de couture en même temps. Oui. Donc mon enfant va à l'université, mais j'ai aussi une couturière. Le jour, je ne vais pas lui donner peut-être en licence ou c'est pas peut déjeuner, il va commencer par dire aux gens, amenez, je vais vous coudre des habits. Et il va commencer par gagner de l'argent. Donc on ne va plus dire, je n'ai pas d'emploi, mais j'ai un emploi, mais je veux encore autre chose que je sais faire. On va répondre aussi, on va résoudre le problème de l'emploi. Et il y a les nouveaux métiers aujourd'hui. Vous pouvez apprendre à vos enfants l'informatique, la photographie, oui, la photographie. Le cadrage, pourquoi pas, c'est possible. Il y a des enfants qui traitent au fond même dans les activités de vacances au journalisme. Voilà. Donc on a déjà des journalistes en herbe. Ils iront peut-être après juste apprendre de façon formelle. Donc nous devons profiter des vacances pour amener nos enfants à faire deux choses. Voilà. Oui. Le besoin, parce que ça leur manque. Oui. À être épanoui, ou le talent inné pour que demain, qu'ils soient capables de faire deux choses au moins. Très bien. Donc, il y a, coach Fulgence Awanganou, il y a tout de même certains parents qui imposent des activités aux enfants. C'est-à-dire que, bon, peut-être que moi je suis photographe. D'accord, c'est une illustration, je suis photographe. L'enfant désire peut-être apprendre la guitare, le piano. Mais moi, je lui impose ce que je veux, moi, en tant que parent. Je ne sais pas si je dis quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que
Nous n'avons pas toujours imposé à nos enfants des choses. Nos enfants ne doivent pas réaliser nos rêves inachevés. Nous devons partir d'une chose. Chaque enfant est unique. Je le dis, c'est très important. Mais ce n'est pas mauvais point d'avoir un rêve pour son enfant. Peut-être qu'il peut commencer à ne plus aimer. Peut-être qu'au départ, il dit je n'aime pas, parce que ça va lui prendre plus de temps. Et il commence, il va aimer après. Mais on doit suivre la décision de l'enfant à la fin de la formation. Même si on l'impose, on va lui permettre de faire ce qu'il aime. Maintenant, s'il commence et qu'il n'aime pas, on le laisse. Parce que vous savez, le parent assis voit plus loin que l'enfant. C'est très important parce qu'on a fait quand même du chemin. On connaît ce qui se passe et on se projette dans l'avenir. L'enfant ne le fait pas suffisamment. Donc le parent assis voit mieux que l'enfant qui est debout. Donc ça peut nous amener à dire, j'ai tel rêve pour toi. Mais quand l'enfant commence le rêve et qu'il ne s'y plaît pas dedans, il faut le laisser. Ce n'est pas son chemin. Il faut le laisser faire ce qu'il fait et l'orienter dedans. Excusez-moi. Donc c'est extrêmement important d'avoir un rêve pour ses enfants. Mais ce rêve, l'enfant va l'achever si seulement si il est en harmonie avec ce rêve. S'il n'est pas dedans, nos enfants ne vont pas réaliser nos rêves inachevés. Très bien. Voilà, en tout cas. Il y a aussi, on sait que quand nous on était très, très jeunes, on aimait aller en vacances chez tel oncle, chez telle tante. Vous conseillez également ces choses aujourd'hui? Vous savez, on ne veut pas dire aux enfants de ne pas aller en vacances. Parce que aller en vacances permet d'abord de changer de lieu, d'environnement. Mais il faut être sûr que ce que l'enfant a fait là-bas répond à ce qu'on vient de dire. Que ce soit pour aller répondre à un besoin, ou là-bas il y a des choses qu'il ne sait pas faire, il va faire, ou il y a de nouvelles choses qui vont renforcer son talent. Donc la première des choses est de voir là où il va, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les activités qui sont prévues. Si ces activités intègrent ces deux paramètres, c'est bon. Et il faut aussi voir que l'environnement s'y prête. Là-bas, on est sûr que les parents seront disponibles pour les surveiller. Il ne faut pas que les enfants soient livrés à eux-mêmes. C'est très important. Et si c'est le cas, nos enfants peuvent aller en vacances. Moi, je ne suis pas contre, mais aller en vacances doit répondre à un principe. Un enfant, il va pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour améliorer quelque chose qui s'est fait. Un. Et deux, il faut la disponibilité des adultes. Il faut que là-bas, l'environnement, l'enfant, il y ait un cadre propice à la sécurité, au bien-être de l'enfant. Il ne faut pas que aussi là-bas, ça chez nous, ils sortent le matin, ils reviennent à 22h. Si c'est le cas, c'est qu'il doit y avoir des adultes pour suivre nos enfants. Quand c'est le cas, moi je ne suis pas contre que les enfants aillent en vacances. Mais si ce n'est pas le cas, si en allant en vacances, l'enfant n'apprend pas une nouvelle chose, ce n'est pas la peine de la caresser là et faire autre chose. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, il y a énormément d'insécurité, même dans les familles dans lesquelles les enfants vont. Vous voyez que des enfants vont dans des familles données. Quand ils reviennent avec des vices, ils reviennent avec un certain nombre de choses. Comment appréhender tout ça? Vous convenez avec moi que nous n'envoyons pas nos enfants en vacances pour aller apprendre du mauvais. C'est clair. C'est vrai, ils peuvent être chez nous et l'apprendre. Mais quand on dit que nos enfants vont en vacances, c'est que ça répond à un certain nombre de principes. On est sûr que le cadre, c'est vrai, on ne peut pas être sûr à 100% sur l'éducation des enfants parce que les autres influencent nos enfants. Mais on est au moins sûr que le risque est moindre. C'est le plus important. Le risque pour telle ou telle chose qui va inhiber la qualité de l'éducation de mon enfant, ce risque est moindre. Si ça arrive, c'est que bon, ça doit arriver, mais on est sûr que le risque est moindre et que nos enfants ne vont pas là-bas pour piquer de mauvais comportements. Mais je dis souvent une chose, lorsque l'éducation de vos enfants est bien faite, l'éducation est forte, ça résiste toujours aux dérives de la rue. Lorsque vous avez une éducation de qualité, tous ceux qui parlent, nous, peut-être toi et d'autres personnes, c'est peut-être l'éducation de qualité de nos parents, que je salue encore mes parents ici, et mes deux parents qui ne sont plus avec nous, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour d'autres parents aussi. C'est quand cette éducation est forte que ça résiste. C'est-à-dire, un enfant qui sait qu'on ne fume pas, vous pouvez remettre la série, il ne fumera jamais. C'est ça. Vous lui donnez de l'alcool à haute, il ne prendra pas. Que ce soit une fille ou un garçon. Donc, nous devons travailler à une éducation de qualité de nos enfants. Et cette éducation de qualité passe par les valeurs que nous avons, les valeurs qu'on distille, qu'on s'approprie et de qui nous sommes. Et si cette éducation est forte, nos enfants peuvent résister partout à ne pas faire certaines choses. Donc, on doit préserver ce que nous faisons, ce que nous disons et les valeurs que nous prônons et que nous respectons aussi chez nos enfants. Si on dit des trucs qu'on ne respecte pas, c'est qu'on laisse le champ vide à nos enfants de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils vont dire, papa dit dessus le journal, mais il ne suit pas le journal, il est sur son portable. Voilà. Et donc, le modèle, vous devez être le modèle à suivre pour l'enfant. Oui. Les parents doivent être un modèle. Parce qu'on est parents, parce qu'on a fini le processus de socialisation.
On est parents parce qu'on a reçu le minimum, qu'on a l'âge, qu'on travaille, qu'on a un certain nombre de choses. Parce que tous ceux qui ne sont pas encore nouveaux ne sont pas des gens destinés d'abord à être parents. Ils n'ont pas fini leur cursus, leur socialisation. Je suis désolé. Ce n'est pas à 18 ans qu'on est sûr qu'on a une qualité pour faire des enfants. Je ne vais pas encore donner trop d'âge. Je ne vais pas rester dans ce carcan-là. Oui. Mais on est parents lorsqu'on a la possibilité de l'être. Lorsqu'on peut garder des gens, c'est la manière de parler. Oui. Quelqu'un qui ne marche pas ne peut pas prendre les gens sur son cou. Hein, donc tout le monde ne peut pas encore être parent. Il faut que les gens se calment, qu'ils aient l'âge qu'il faut, qu'ils écoutent bien leurs parents, qu'ils en soient un modèle progressivement à l'école, à l'université. Maintenant, on va dire, OK, il peut aussi avoir un enfant. On va encore l'accompagner à ce que tout à fait. Aussi qu'il sache comment on éduque les gens. Très bien. Il y a tout de même le mécanisme, même si l'enfant va en vacances, on voit certains parents qui ne rentrent plus en contact avec, ils ont confiance, et puis il n'y a pas, en fait, un étroit. Donc, en fait, une étroite relation avec l'enfant pour savoir comment ça se passe et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez posé une belle question, mais vous savez, il ne faut pas que le parent soit inquisiteur, qu'il soit derrière l'enfant. Il faut aussi le laisser un peu pour voir comment il va faire. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien dire. Au moins, chaque week-end, il faut appeler dans la personne chez qui il est pour dire comment ça va. Parce que parfois, quand vos enfants sont chez les gens, vous les appelez tout le temps, ils disent, les gens ne sont pas à l'aise. C'est comme s'ils sont ici, chez vous, et que vous avez. C'est comme si vous êtes là. Il faut faire confiance aux gens, mais appeler de temps en temps. Ou carrément venir un week-end, ce n'est pas le temps qu'il va faire, pas chaque week-end, pour voir à peu près. On ne sait jamais, parfois l'enfant a eu un comportement, il faut recadrer, il faut dire attention, c'est pas ça. Donc il ne faut pas appeler tout le temps, parce que si vous appelez tout le temps, c'est mieux que l'enfant reste chez vous. Donc, si vous avez vos enfants chez moi, vous appelez tout le temps et dites bon, mon frère, viens prendre tes enfants. Il faut qu'ils. S'ils sont ici, il faut les laisser. C'est ça. Parce qu'il y a une autorité parentale. Quand vous envoyez votre enfant quelque part, il y a quand même une autorité parentale qui vous remplace. Oui. Il faut le faire confiance. C'est pourquoi il dit, quand vous envoyez vos enfants quelque part, il faut être sûr que là où ils vont, en termes de valeur, c'est la même chose, bien c'est meilleur que chez vous. Souvent, on envoie quand c'est meilleur que chez soi. Peut-être on veut une rigueur qu'on n'a pas, qu'on veut que l'enfant est là-bas. Moi, il m'arrivait quand maman était envie d'envoyer mes enfants, pas, il arrivait, j'envoie chaque fois. Vous savez pourquoi j'envoie mes enfants à Port-Nouveau dans le temps? Il faut qu'ils apprennent goût. Parce que souvent, nous, on parle souvent français, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils comprennent nos langues. C'est nos valeurs, ça. Hein. La langue française n'est pas notre langue. C'est pas encore, moi, c'est pas ma langue. Moi, je suis goût. Fond, tout ça, nos langues, bâtons et consorts. Ça, c'est nous, ça. Oui. Donc, moi, je disais, il faut qu'ils aient. Parce que là-bas, on parle goût tout le temps. Et parce que ma maman était enseignante, il faut une rigueur aussi. Oui. Et quand ils vont là-bas, c'est vrai qu'ils étudient un peu. Après, ils disent à moi, mais là, vraiment, oui, c'est important. C'est comme ça, nous, on est restés. Donc, on les envoie, on est sûr du résultat qu'on attend. Et parfois, ils viennent nous dire des trucs parce que quelque chose a changé. Il y a une rigueur qu'ils ont trouvée. Oui. Et il faut accepter, il ne faut pas dire à l'enfant, ah non, si ça n'ira pas. Non, il faut lui expliquer que la vie, ceux qui réussissent dans la vie, c'est quand ils appliquent, ils s'approprient la rigueur. On ne réussit pas dans le waya-waya, excusez-moi l'expression. Oui. On ne réussit pas dans le lacisme, non. Il faut une rigueur. Pas trop de rigueur, il faut une rigueur, mais une rigueur expliquée. On dit ici qu'on ne sort plus après 20h parce que dans ce quartier, tout ça. L'enfant comprend. Ah. Mais si on dit qu'on ferme le portail à 21h, c'est un exemple. Hein. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Les enfants vont pas comprendre, on dit, mais c'est où on vient ici et puis on ferme le portail. Là-bas, on ne fait pas. Il faut expliquer. Nous devons faire l'éducation d'explication. Expliquer à nos enfants pourquoi il y a tel nom. Pourquoi on ferme la porte, on ne ferme pas avec bruit? Pourquoi on ne regarde pas la télé à tel moment, parce qu'il y a telle chose? Il faut le leur expliquer pour qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous remplacent. Il y a la télé, il y a les réseaux sociaux qui remplacent les parents. Donc si vous, dans votre qualité de transmission des valeurs, vous n'expliquez pas, ils vont choisir ce qui est lacisme, ce qui est simple en pensant que c'est la meilleure des choses. Moi, je suis convaincu, je le dis, il n'y a pas de succès sans rigueur. Très bien. Il n'y a pas de succès sans soumission aux normes. La preuve, en venant peut-être ici, je vois le feu rouge. Je m'arrête. Okay. Parce que les principes, le code de la route demande à ce qu'on s'arrête sur le feu rouge. Au niveau des feux rouges. Et je dois me soumettre à ça. Oui. Pour être en règle. Même si les policiers ne m'arrêtent pas, je dois me dire, je viens de violer quand même un homme. Et vous voyez souvent quand tu es avec mes enfants, papa, quand on s'apporte du feu déjà, il dit, papa, il faut aller doucement. Parce que aussi à l'école, on a appris qu'on ne brûle pas. Donc c'est pas que je brûle. Il me dit, papa, va doucement, tu as vu le feu. Donc nous devons apprendre à nos enfants à se soumettre aux normes. Mais si on veut leur apprendre ça et qu'il y a moins de choses, on dit non, il faut laisser les enfants s'amuser. C'est leur temps. Quel temps? Non, il n'y a pas de résultat sans homme. Moi, je suis fils d'enseignant. Il faut une rigueur. À un moment donné, on lâche
pour voir comment l'enfant va faire. Et on lui dit, attention, hein, tu as violé telle chose. C'est parce que tu as appris, il faut une communication. Et la communication est très importante pour éduquer nos enfants. Très bien. Mais la rigueur, ce n'est pas négociable. Voilà. Il faut un peu de rigueur. Un peu. Voilà, tout à fait. Et donc, la question que je voudrais vous faire maintenant, coach Fulgence Sarangonou, c'est de savoir quel est le pourcentage auquel l'enfant doit être soumis en termes de cours de soutien ou bien d'activité intellectuelle, parce qu'il y a certains parents, surtout quand l'enfant n'a pas eu donc un résultat donc conséquent pour l'année scolaire, peut-être il a échoué à un examen, peut-être il ne passe pas en classe supérieure, on l'accule c'est-à-dire il apprend pendant toute la vacance. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut prendre que nos enfants, il y a plusieurs types d'enfants apprenants. Il y a des apprenants qui vont aux différents examens de l'année prochaine, et les examens ne sont pas les mêmes. Il y a CP, BC et bac. Mais il y a des examens, peut-être comme le baccalauréat, où on commence par anticiper. Je dis souvent, Jean, quand vous allez au bac, c'est une année de rigueur, de discipline. Quand on commence en juillet, c'est pour l'autre juillet. Mais ce n'est pas que les enfants vont étudier tout le temps. Parce que n'oubliez pas que s'amuser aussi, c'est pédagogique, c'est didactique. Donc, nos enfants ont fait un choix. Soit le matin, ils vont étudier, le soir, ils relaxent. Ou soit ils s'amusent le matin et le soir, ils relaxent. Mais souvent, quand on se lève le matin, on a encore ce plein potentiel. Donc, c'est mieux qu'ils étudient un peu le matin et que le soir, ça relâché. Alors que ce n'est pas tous les matins. Il peut y avoir des activités de vacances 2 jours le matin. C'est un exemple, je donne. Oui. Et même quand on va étudier, ce n'est pas de 8h à midi. Et c'est en fonction de l'âge. Il y a des gens, parce que étudier veut dire avoir une attention soutenue. Mais on ne peut pas appliquer l'attention soutenue à des enfants qui vont, par exemple, on va dire, pendant les vacances, vous allez étudier de 8h à midi, ce n'est pas possible. Vous, parents, ou bien vous, enseignants, vous êtes là, mais les enfants sont plus avec vous. Ils sont déjà partis depuis dans leur pensée. Ils sont déjà lâchés. Donc, il faut faire un truc où l'attention est soutenue. 1 heure, 2 heures, ou bien 1h30, fois 2, pas en continu. Et le soir, ils vont faire d'autres choses. Il faut qu'il y ait aussi tout ce qui est amusement traditionnel et aussi numérique en fonction de l'âge. Donc, moi, je propose le matin qu'on étudie, mais dans un rythme vraiment pas soutenu. Détendu. Détendu. On fait un peu 1 heure, on fait 9h à 10h, on attend un peu, on fait 11h à midi. S'ils sont au primaire. Et puis ça fait encore le lendemain, ou bien ça fait mercredi, on fait peut-être lundi, mercredi, vendredi. Et il faut faire autre chose. Ce qu'on oublie, s'amuser, c'est didactique. En s'amusant, les enfants apprennent autre chose. Des jeux de cube, ça dépend des distractions qu'ils ont. Ils apprennent. Donc, il ne faut pas penser que s'amuser, c'est que l'enfant n'apprend rien. C'est faux. C'est nous, adultes, qui, parfois, on ne sait pas s'amuser. Très bien. Sinon, s'amuser, c'est didactique. Voilà. Et également, bon, notre pays, le Bénin, se métamorphose. Peut-être il y a des activités de camps de vacances, des activités de colonies, des activités donc d'excursion pour connaître peut-être le pays, un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ces genres d'initiatives qu'il y a pendant les vacances pour pouvoir quand même un peu occuper nos jeunes? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Surtout ces colonies où on se déplace un peu. Parce que pour aimer un pays, il faut connaître le pays. Nos enfants voient par exemple d'autres pays à la télé, ils disent c'est joli, c'est beau, mais ils oublient que chez nous c'est très beau, c'est très joli. Donc il est au nord, il faut qu'ils viennent peut-être au sud. Ils vont aussi au nord pour aller à la rencontre d'autres paysages, de voir d'autres choses pour connaître et maîtriser leur pays. Ils ne peuvent pas tout connaître. Il n'y a que les policiers qui vont tout connaître quand la campagne arrive. Bon, donc ils iront quand même un peu là où ils peuvent aller pour aller à la découverte de leur pays et connaître leur pays. Je ne suis pas contre, mais ça c'est aussi des normes. Il faut être sûr qu'il y a tous les cadres qu'il faut, que tous ceux qui organisent ces colonies ont quand même des hommes et des femmes aguerris pour pouvoir accompagner les enfants. Par exemple, on parle des enfants. Il faut s'assurer de la sécurité. De la sécurité sanitaire, des murs, tout ça. Mais j'imagine que ceux qui le font prennent leur disposition. Ce n'est pas évident qu'ils n'en prennent pas. Donc, je ne suis pas contre ces trucs-là. Il y a des activités un peu partout. Je ne suis pas contre, mais j'invite les uns et les autres à tenir compte du fait que c'est des enfants. Que les enfants n'ont pas encore achevé leur processus, qu'il y a des choses qui leur manquent. Et ils ont besoin d'un certain nombre de besoins en nutrition, par exemple, savoir ce qu'on va leur donner en termes de connaissances intellectuelles. Et il faut beaucoup expliquer avec les enfants. Il faut aussi accepter qu'ils posent des questions, même que nous, parents, nous, adultes, on pense être bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Un enfant qui pose une question, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bête. C'est parce qu'il ne sait pas. Donc, en croyez et comprendre qu'il doit poser beaucoup de questions, mille et une questions bêtes ou non bêtes. C'est nous qui pensons ça. Chez eux, une question, elle est pertinente. C'est ça. Accepter ça, parce qu'il y a des gens, si vous n'êtes pas un peu pédard,
dans la pédagogie, vous allez dire, elle pose toutes des questions, c'est faux. Quand on est avec des enfants, il faut être dans une posture d'enseignant, de parents et d'enseignants, de pédagogues. De parents, hein, parce qu'on sait que quand on a des enfants, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Là, on est parents, quand on a des enfants ou pas, mais rester dans une pédagogie pour comprendre que la répétition pédagogique, et qu'on peut dire quelque chose de réexpliquer autant de fois que ça ne devrait pas gêner. Très bien. Bon, le budget pour les vacances, il paraît que c'est conséquent. Et les enfants mangent beaucoup encore pendant les vacances et tout ça. Oui, vous savez, la particularité des vacances, c'est que nos enfants sont exclusivement sous la responsabilité des parents. C'est-à-dire qu'ils sont à la maison. Avant, on faisait une gestion déléguée. Ils vont à l'école. Oui. C'est l'enseignant qui gère. Maintenant, là, nous, on est parents, on est enseignants, on est tout. Il faut comprendre que c'est... Mais il faut trouver des activités, des gens qui vont nous remplacer. Mais quel qu'en soit qui nous remplace là, c'est le gros budget, ils vont beaucoup manger. Tout à fait. On prend ces dispositions. Vous savez, tout succès se repose sur une planification. Lorsque vous savez que vous avez tel nombre d'enfants que vous avez choisi, c'est que vous avez les moyens. Lorsque les vacances arrivent, il faut en tant que parent, papa et maman, ça sert aussi, pour faire un budget des vacances, budget des activités en fonction de ce qu'on a. Et quand on n'a pas, on veut que l'enfant fasse, qu'est-ce qu'il peut faire, ça va nous revenir à moins coût. Donc, quand on a parlé beaucoup plus des enfants, il faut aussi que les parents, papa et maman, ou quand c'est une famille monoparentale, maman réfléchit, dit, bon, j'offre quoi à mes enfants, ils vont manger quoi, peut-être acheter en avance. Et quand on ne fait pas ça, on va dans tous les sens, on est surpris, on est stressé. Et quand on est stressé, on ne produit pas de bons résultats. Autant on a parlé de vacances des enfants, il y a aussi vacances qui n'est pas vacances des parents, mais qui est la conduite à tenir quand on est parent, et face aux enfants, peut-être, il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas, on va faire, ils vont manger tout le temps, il faut que quelqu'un va l'assister pour manger. Donc, tout ça, là, les parents le savent, mais il faut que ça soit une programmation. J'invite, le succès, c'est dans la programmation. Et quand nos parents aussi, que nous coachons aussi, parce que nous avons quand même des écoles de la famille, des couples, tout ça, on leur dit, il faut préparer les vacances, il faut vous asseoir et dire qui va faire quoi et qui va faire quoi. Et je finis pour dire par rapport à cette question, oui, que j'invite les parents, j'invite d'abord les gouvernants, et je lui dis partout qu'il ne faut plus que nos parents prennent des congés en dehors des vacances. Mais attention, s'ils doivent prendre des congés avant les vacances, ça ne doit pas dépasser 2 semaines. Parce que moi, je préfère que nos parents qui travaillent partout prennent leurs congés pendant les congés de vacances pour passer un moment de qualité avec leur enfant. Ça permet de connaître son enfant et de passer un moment de qualité. C'est vrai, tout le monde peut aller en vacances au moment, les Européens le font. On peut aller de façon alterner. Tel ira en juin, l'autre en juillet, l'autre en août. Mais nous devons passer des moments de vacances avec nos enfants pour avoir des moments d'échange, de qualité avec eux, pour discuter et puis répondre à plusieurs préoccupations auxquelles nos enfants n'ont pas de réponse parce qu'on est occupé tout le temps. Nos enfants, ils ont tellement de questions dans la tête. Hein. Ah oui, mais ils n'arrivent pas à poser parce que papa n'a pas le temps, il n'est pas disponible, il part le matin, il va très tard, il vient très tard. Le week-end, il a le chapeau à gauche ou à droite, surtout quand il est chez moi là-bas. Tout à fait. Il y a le Agor. Il y a le Agor qui commence. Mais les vacances doivent nous permettre d'être là, disponibles, échanger, discuter. Il faut être donc un ami, un confident de son enfant. Ah oui, on doit être un ami parce que souvent, très tôt même, je ne vais même pas dire à l'âge adolescent, il faut être l'ami de ses enfants. La première personne qui doit trouver des réponses auxquelles les maîtres n'ont pas, parce que ce n'est pas des questions de 1 plus 1, ce sont les parents. Les parents doivent être les premiers confidents et amis de nos enfants, que ce soit fille ou garçon. Quand l'enfant a une préoccupation, il doit avoir l'habilité, la facilité à venir dire papa, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Et nos parents doivent être vraiment ouverts à cela. Il n'y a pas à juger, dis-toi, tu poses trop de questions, non. La communication interpersonnelle, communication parent-enfant, c'est ça aussi. Et ce sont les vacances qui doivent favoriser ça. Pas que l'année scolaire ne le fait pas. Mais l'année scolaire, on est beaucoup plus dans... Toi, tu ne peux pas ton cahier, tu ne fais pas des exercices. L'enfant n'a pas tout le temps de s'ouvrir à nous. Pas tout le monde, il y en a qui permettent aux enfants de poser des questions. Les vacances doivent nous permettre d'être être disponible et à la disposition de ce que nous avons de plus cher, nos trésors, nos enfants. Très bien. En tout cas, on reviendra à un coach Fulgence Sarwangono sur, vous savez, il y a certains parents qui n'ont pas appris à communiquer avec les enfants, à être telle ou telle autre chose, parce que vous ne pouvez que donner ce que vous avez reçu. Ça, et si vous n'avez pas, franchement, comment aider ces parents-là, en tout cas, ce serait une thématique qu'on abordera de façon ample avec vous, mais déjà de façon superficielle, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? Vous savez, ça commence depuis l'enfance, même avant 3 ans. Commencer par être l'ami de son enfant, ça commence quand l'enfant commence par parler.
2 ans. L'enfant vous pose tellement de questions. C'est à partir de ce moment qu'il faut apprendre à tout répondre. Tu rentres à peine, tu n'as pas enlevé les chaussures. L'enfant te raconte sa journée, il dit, papa, même si on doit enlever les habits, il faut revenir et dire, ma fille, mon fils, tu as quoi? Parle, je t'écoute, parle. Là, l'enfant apprend à s'ouvrir à vous. Il vous parle. Il vous prend comme son premier interlocuteur. C'est très important. 2 ans, 3 ans. Et vous voyez, quand ça continue comme ça, à l'adolescence où l'enfant commence par imaginer mille et une choses, l'enfant a une prédisposition à vous parler. Mais quand l'enfant a 2 ans, 3 ans, vous parle, vous dites, oh, moi, j'ai pas le temps, vas-y, moment. Vous chassez l'enfant a dans sa tête déjà que papa n'écoute pas les gens. Ok. Si maman dit la même chose, les parents n'écoutent pas, c'est les amis qui vont dire et puis il va entendre, il va s'approprier. Donc c'est déjà très tôt qu'on apprend à écouter, même s'il pose des questions bizarres, on sait que parce qu'ils sont très jeunes, on répond et on dit même, on demande même, et tu n'as pas d'autres questions, c'est pour permettre à l'enfant de vous dire, de vous parler, de se confier à vous, de vous prendre comme vraiment une sorte de batterie à réponse à toutes ces préoccupations. Parce que pour l'enfant, c'est-à-dire que vous avez réponse à tout. À tout. Vous êtes l'expert. Vous êtes le spécialiste de tout. Pour l'enfant, vous êtes son premier repère. Et voilà le mot. On est le premier repère. Et quand on est repère de quelque chose, c'est qu'on a des réponses à toutes ces préoccupations. Ce rôle, quand on le fait bien, je vous assure, on répond à tout. L'enfant va devenir votre ami. Vous allez voir qu'il y a même dans la famille, alors que c'est le petit frère de papa ou la petite soeur, qui, comme c'est elle qui répond à tout, il y a un lien qui se crée. On ne peut pas avoir de lien avec nos enfants si le lien n'est pas communicationnel. Le premier lien, c'est la communication. Je demande, et puis tu as mes réponses. Je vais toujours venir vers toi. Mais si tu n'as pas répondu, je vais rester avec toi parce qu'il me dit, si j'ai une préoccupation, c'est lui qui va me répondre. Ça fait que parfois, c'est la petite soeur, le petit frère qui, quand il répond à tout, il y a un lien qui se crée. Et vous allez voir, même quand l'enfant va grandir, même quand il sera marié, il y aura toujours un lien avec ce tonton-là. Ce lien, si on peut le faire. On ne peut pas créer de lien si on ne répond pas. Donc, créons ce lien avec nos enfants dès maintenant, en répondant à leurs préoccupations. Et vous allez voir, quand ils vont grandir, ça grandit aussi, l'enfant a ses préoccupations, il vient. Quand même il ne dit pas, il ne dit à personne, il va toujours vous dire. Parce que vous avez toujours là de l'écouter. Pas seulement là de lui parler. Parce que la communication, c'est d'abord écouter. Vous savez, moi je parle de la communication. Dans le couple, ça part de apprendre à observer et puis à écouter. On n'a même pas encore parlé. Observer, écouter. Donc nous devons apprendre à observer et à écouter nos enfants. Dans ce qu'ils disent, même aussi dans ce qu'ils ne disent pas. Parce que les gestes aussi, les attitudes, tout ça, c'est une sorte de communication non linguistique que nous devons décoder. Mais si on ne le fait pas, qu'on n'écoute pas nos enfants quand ils parlent, quand on ne les écoute pas quand ils ne parlent pas, on n'a pas de réponse pour eux. Très bien. Il n'y a pas le lien qui s'installe. Ils iront ailleurs où il y a un lien qui a. Et si c'est un ami qui a ce lien, je suis désolé. C'est foutu. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous, coach Fulgence Sarongonou. Et vraiment, nous avons été nourris, nos internautes également. Malheureusement, on est au thème donc, de nos discussions. Ce ne sont que les premières discussions. Votre mot de fin. Je voudrais commencer par dire merci à Maternité TV pour l'opportunité que nous voulons donner. J'ai l'habitude de dire que si gouverner, c'est prévoir, éduquer, c'est anticiper. Anticiper en termes de méthode et d'organisation. Il n'y a que dans la méthode et dans l'organisation que nous allons réussir. Parce qu'on sait que ce qu'on fait, ça suit des principes et des normes. Nos enfants viennent de finir l'année scolaire, nous avons les résultats des examens. Nos enfants n'ont pas échoué, je le dis partout. Nos enfants, il y a eu des gens qui ont eu leur succès immédiat et d'autres ont vu leur succès reporté. Je dis bien, aucun enfant béninois n'a échoué à aucun examen. Même ceux qui redoublent la classe, ce n'est qu'un succès reporté. Nos enfants doivent comprendre qu'ils réussissent. Mais parce qu'ils n'ont pas atteint un niveau de connaissance, ils vont reprendre pour réussir brillamment demain. Donc moi, je n'ai pas vu un échec. Je n'ai vu que des succès reportés et je n'ai vu que des succès immédiats. Et puis si on est en vacances, j'invite les parents, ce n'est pas négociable, à faire le bilan de l'année scolaire, à regarder dans ce rétroviseur afin d'avancer en toute sérénité. Et les activités de vacances, on doit meubler les journées de nos enfants, qui ne se sentent pas dans l'oisivité, quand ils ne font rien, ils ont envie de faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut les occuper sainement. Et je pense que nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Notre rêve, c'est qu'ils soient meilleurs que nous. Et être meilleurs que nous, ça commence aujourd'hui. Je dis souvent, le succès de demain
commence dès aujourd'hui. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup pour ces bonnes et très belles paroles. Et c'est justement sur ce message poignant de notre invité d'aujourd'hui, Fulgence Sarongonou, qui est coach scolaire, que nous mettons fin à ce numéro de Créneau Idéal. Merci de nous avoir suivis. Et je voudrais, si vous avez envie de partager avec nous, bien évidemment, d'autres préoccupations ou des préoccupations, vous pouvez nous contacter 01 97 99 25 22, 01 97 99 25 22. C'est le contact pour donc nous avoir sur Matin Libre TV. D'ici à là, portez-vous bien, agréable suite et à bientôt. Allez.